Bien, nous avons un conseil municipal qui comprend 53 délibérations. Conseil important, comme chaque conseil me direz-vous, mais celui-ci a une saveur particulière puisque dans ces nombreuses délibérations sur des sujets très variés, nous allons en acter une qui est un événement que je qualifierais de majeur pour l'aménagement et l'avenir de notre ville, puisque vous le savez, nous avons depuis des années lancé des grandes opérations de négociation, puisque tout est compliqué dans ce bas monde, et surtout dans notre pays grâce à notre chère bureaucratie, et chaque évolution nécessite beaucoup de temps, et aujourd'hui nous allons en acter une, je vais y venir rapidement, mais tout d'abord je commencerai par la situation internationale qui implique notre ville, puisque vous le savez, la France et notre territoire a exprimé une solidarité très forte avec le peuple ukrainien qui aujourd'hui se bat pour sa survie, se bat admirablement avec les qualités que l'on connaît au peuple slave quand ils sont agressés de résistance farouche, exactement ce qui se passe en Ukraine, où le peuple s'est dressé et s'oppose à la deuxième armée du monde avec une efficacité redoutable, mais un sens du sacrifice extrême. Les pertes sont très importantes naturellement, mais vous l'avez vu encore ce matin, les villes ne tombent pas, notamment la ville de Mariupol, qui est assiégée depuis maintenant près de 2 semaines et bombardée très régulièrement. Les défenseurs ont encore aujourd'hui repoussé l'ultimatum qui leur avait été donné de se rendre, et ont dit qu'ils ne se rendraient pas. Et c'est un sens du sacrifice qui force l'admiration et qui devrait en inspirer beaucoup dans notre pays, notamment sur le sens du devoir. Donc cette solidarité avec le peuple ukrainien, elle s'exprime dans notre ville par l'accueil, bien sûr, des réfugiés et par l'envoi d'aide par convoi vers ces différentes cités. Je tiens d'ailleurs à féliciter et à remercier tous ceux qui se sont impliqués dans cette grande opération. Donc je pense naturellement aux élus, aux agents et aux bénévoles, puisque vous le savez, aujourd'hui les citoyens spontanément sont venus. Nous avons déjà envoyé plus de 600 caisses d'approvisionnement et de ravitaillement en Ukraine. C'est une très 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 belle chose. Ce sont des produits qui ont été listés de première nécessité pour ne pas être redondants et être vraiment ce qui est le plus en manque dans les zones de combat. Donc je tenais vraiment à vous en féliciter et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons déjà dans notre ville accueilli plus de 50 réfugiés ukrainiens qui sont logés à la fois dans des appartements qui appartiennent à la ville, notamment, et je pense au foyer arc-en-ciel, mais aussi dans les résidences hôtelières, puisqu'il y a eu une mobilisation un petit peu de tous les acteurs, et ces 50 personnes donc, sont installées. Il y a des enfants qui seront scolarisés dans nos établissements, avec nécessairement toute la logistique que cela va aussi imposer, puisque ce sont des enfants qui n'étaient pas du tout préparés à se retrouver dans un pays étranger, ni ces familles qui n'ont rien demandé, je tiens à le dire, hein. On n'est pas du tout dans une migration volontaire et souvent économique, voire de recherche d'assistanat. Là, nous sommes véritablement dans des familles qui fuient les bombardements, qui ont été accompagnées bien souvent par le père de la famille qui lui est reparti combattre en Ukraine, puisqu'aujourd'hui c'est à ce à quoi on assiste et qu'il y a un retour massif de tous les adultes qui, après avoir mis leur famille à l'abri, sont repartis pour se battre. Et donc c'est quelque chose naturellement qui est tout à fait admirable et qui devrait aussi nous inciter à aider très très massivement la Pologne, puisque aujourd'hui les familles ukrainiennes restent essentiellement en Pologne pour rester à proximité de l'Ukraine et des combats, parce que leur volonté bien sûr est aussi d'y retourner dès que ce sera possible. Je crains malheureusement que ça prenne du temps. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire impérativement, nous, c'est continuer naturellement à accueillir ces réfugiés, mais à les accueillir très chaleureusement. Nous allons voter avec la communauté d'agglomération la mise à disposition de titres de transport gratuits dans les bus, et nous devons tout faire pour que ce déplacement qui leur est imposé se fasse dans les meilleures conditions possibles. Nous avons la chance de pouvoir les accueillir dans une belle ville sur un territoire magnifique, et ce que je vous demanderai naturellement à toutes et tous, c'est de faire preuve de cette chaleur humaine qui est si légendaire dans notre cité, à la fois parce que vous êtes des gens du Sud, mais aussi parce qu'il y a tellement de gens du Nord ici, que nécessairement elles sont décuplées. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est important, et ce sont vraiment des personnes très bien. Donc aujourd'hui, vous pouvez aussi vous applaudir naturellement, n'hésitez pas vraiment à le témoigner. Ensuite, dans le contexte international qui est le nôtre aujourd'hui, nous devons nous poser des questions sur notre propre organisation étatique. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais sachez-le, la France aujourd'hui est extrêmement affaiblie après 50 ans d'errance politique et souvent de lâcheté, disons-le, où personne n'a osé débattre et surtout imposer les décisions
qui devaient être prises. Et heureusement que nous avons eu le général de Gaulle dans les années 60. Heureusement qu'il a été là pour avoir une vision stratégique, parce que je dois aujourd'hui vous dire que ses successeurs, en termes de vision stratégique, ont été particulièrement lamentables, tous partis confondus. Aujourd'hui, notre armée a été réduite à sa plus simple expression. Notre indépendance énergétique est en lambeaux, tout simplement parce que les réacteurs aujourd'hui qui nous la donnent à peu près datent du général de Gaulle et du président Pompidou et n'ont pas été depuis, n'ont pas fait l'objet d'un plan d'investissement. C'est-à-dire que nous n'en avons pas créé d'autres. Et bien sûr, il faut les entretenir pour qu'ils durent. Et on découvre maintenant, dans cette crise, c'est-à-dire qu'on n'avait rien anticipé, et ça me rappelle aussi beaucoup l'histoire des masques, on découvre que le monde n'est pas un endroit d'humanisme rêvé et que naturellement la guerre énergétique est la première qu'on nous livre. Et ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Depuis que l'ère industrielle a révélé qu'on avait besoin de matières premières pour faire tourner les machines et éclairer les foyers, eh bien les produits de matières premières sont devenus un enjeu géopolitique et il n'y avait que nous vraiment au monde pour l'oublier. Donc on est aujourd'hui en train de prendre en catastrophe des décisions qui auraient dû être prises depuis de longues années. Notamment aujourd'hui on vous reparle de la nationalisation d'EDF, de la construction de réacteurs, c'est très bien. Ça aurait été mieux de le faire avant, parce que malheureusement c'est quelque chose qui va encore prendre quelques décennies. Donc dans ce contexte difficile où la France s'endette sans plus compter, il est important à notre niveau de faire preuve de rigueur, de vision et surtout de stratégie. C'est pour cela que nous avons tenu impérativement à maintenir un budget stable, rigoureux. Malheureusement, ce budget se voit confronté chaque jour aux cadeaux pris par le gouvernement qui, comme vous le savez, dans une logique de dépenses à fond perdu. Et ces dépenses, qui sont souvent transmises aux autres, eh bien, impactent notre budget, notamment sur la masse salariale, puisqu'entre les revalorisations d'indices, entre les primes, qui sont certes vertueuses pour ceux qui en bénéficient, mais qui sont catastrophiques pour les budgets communaux parce qu'elles ne sont pas compensées, et la revalorisation des indices des fonctionnaires qu'on nous a annoncé maintenant, quelque chose qui allait être fixé cette semaine comme par hasard à 3 semaines d'une élection présidentielle, c'est le budget communal qui va devoir les supporter. Donc les dépenses ne font qu'augmenter, les transferts de charges ne font que s'accroître, et à côté, les ressources qui correspondent à ces transferts de charges ont été supprimées. Cette année, la DGF, qui était de 6 millions par an en 2012, aujourd'hui est de 0. Et nous avons aujourd'hui une grande inquiétude sur la taxe d'habitation, qui n'est déjà plus compensée comme elle devait l'être. Et quand je vois qu'on nous annonce officiellement, la main sur le cœur, que cette année on n'a pas baissé la DGF alors que nous on nous l'a diminué de 500 000 €, je m'inquiète quand j'entends les mêmes nous promettre que la compensation qui a été fixée sur la taxe d'habitation en prenant comme référence l'année 2017, c'est-à-dire que depuis on ne tient même plus compte de l'évolution, sera compensée à l'euro près, ce qui est faux. Parce que déjà on ne sera pas à euro constant, c'est-à-dire qu'on ne tiendra pas compte de l'inflation, et vous avez vu qu'elle est galopante, et surtout l'État n'aura pas les moyens de le faire compte tenu de son endettement massif, structurel, et pour tout dire, totalement inégalé depuis ces dernières années. Donc nous avons des inquiétudes à avoir sur notre budget qui doivent nous inciter à beaucoup de rigueur et de prudence. Ensuite, cette rigueur et cette prudence ne doivent pas faire de nous des territoires asphyxiés, paralysés. Donc on doit quand même continuer à avancer. Pour continuer à avancer, il faut investir. Et investir, eh bien, c'était cette opération dont je vous parlais en introduction, qui est en discussion depuis maintenant près de 4 ans et demi. C'était quelque chose de très compliqué. Là aussi, je tiens à remercier les élus et les agents qui se sont impliqués avec moi dans cette démarche. C'est tout simplement la signature, enfin l'autorisation aujourd'hui de signer un protocole d'accord avec Vinci pour que dans quelques années, c'est-à-dire d'ici 2 à 4 ans, quand Vinci Autoroute va déménager, eh bien la ville va se porter acquéreur du site, c'est-à-dire du bâtiment et de la totalité des terrains au centre-ville. Donc c'est une surface très étendue, près de 2 hectares en plein centre-ville, qui va nous permettre non seulement de récupérer l'ensemble de la structure, mais également tous les parkings afférents, ainsi que les bâtiments administratifs annexes, et ça nous permettra de continuer à recentraliser, à revitaliser le centre-ville, en y déployant un projet d'intérêt général qui sera, je le pense, tout à fait pertinent compte tenu de l'analyse de nos besoins et de nos manques aujourd'hui dans l'état actuel du territoire. Donc cette évolution, vous le savez, nous avions acheté les énergies de Minel il y a à peu près maintenant 6 mois, et bien maintenant nous acquérons le centre-ville
toujours dans cette volonté, encore une fois, de restructurer notre espace de vie qui pendant très longtemps, malheureusement, n'a pas été du tout organisé. Donc cette ouverture aux citoyens est à mon avis très vertueuse, et c'était très long. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était du domaine public autoroutier, donc c'est une grande première en France, et je tiens à saluer l'implication très forte du ministère des Transports et du directeur du cabinet du ministre qui nous a accompagnés là-dedans pendant plusieurs années, M. Stéphane Daguin, qui était l'ancien sous-préfet de Grasse, qui connaissait très bien le dossier et qui a continué à y œuvrer. Et à ces remerciements, j'y associe notamment, bien sûr, l'administration communale, mais aussi les domaines, ainsi que l'administration fiscale. Il faut le dire quand ça marche, et là je peux vous dire que la relation entre le ministère des Transports et les territoires sur ce dossier a été exemplaire et va nous permettre une très grande avancée d'aménagement. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça va prendre encore quelques années, puisque le déménagement ne se fera pas tout de suite, il faudra entre 2 à 4 ans, à mon avis, au minimum, pour que ça se mette en place, mais au moins, aujourd'hui, nous faisons échapper ce foncier, une fois, d'une part, à l'appétit féroce des promoteurs, mais surtout, nous pouvons nous projeter dans le futur, en sachant que nous allons combler certaines encore une fois, des manques de notre ville. Bien, ensuite, toujours dans le cadre d'aménagement des territoires, vous l'avez vu, beaucoup de chantiers sont en cours et vont rentrer dans leur phase extrêmement active. Je pense notamment à l'aménagement de l'Eurovélo 8 sur l'avenue de Font-Michel. Aujourd'hui, les travaux de réseau vont bientôt se terminer. Nous allons enfin passer aux travaux de surface, qui va nous permettre de créer la piste cyclable qui va relier le secteur de la Canardière au futur bord de mer dont le projet se dessine à grands pas. Et ce projet verra notamment un aménagement des berges de Siagne sur la Siagne, avant une réfection complète du bord de mer en lui-même, travaux qui devraient commencer en 2023. Nous avons également dans les travaux en cours celui que vous attendez toutes et tous, notamment si vous habitez du côté nord-est de la ville, c'est le projet du Grand Capitou. Le projet du Grand Capitou, sachez-le, le chantier va commencer au mois de mai et nous l'annoncerons officiellement pour la Saint-Pons le 8 mai. En attendant, des premiers travaux d'aménagement provisoire vont se dérouler, n'est-ce pas? Là, je m'adresse au service technique par le biais de son élu. Donc ce chantier attendu depuis longtemps, qui a été retardé depuis 1 an en raison de la pandémie, rentre enfin dans sa phase concrète, et ce sera un très grand chantier qui mobilisera toutes les équipes de la ville pendant 3 ans, donc naturellement sur le terrain, et ces travaux vont pouvoir nous permettre de rénover, de redonner à ce quartier son âme d'antan, et je m'en félicite, car c'est véritablement sa renaissance. C'est un quartier, vous le savez, qui m'est particulièrement cher, puisque c'est là où j'ai grandi, et je suis très heureux de voir qu'il va enfin avoir l'aménagement qu'il mérite. Donc, nous avons sur la plage du château de Lanapoule, cette fois, des travaux qui sont en cours, qui correspondent à l'enfouissement de l'émissaire d'eau pluviale qui, jusqu'à présent, depuis des décennies, se déversait sur le sable. Nous allons le déverser désormais directement en pleine mer, et ce sont des travaux qui sont portés par la concession portuaire, parce que l'émissaire a été réalisé à l'époque pour permettre la construction du port, donc c'est de leur responsabilité, ça ne coûte pas d'argent à la ville, et ça aussi c'est une très bonne chose. Ça va permettre de rejeter l'eau pluviale directement, donc je vous le disais, dans le milieu maritime, mais surtout ça va permettre de supprimer cet écoulement qu'il y avait dans le sable, donc un gain hydraulique, et là on rejoindra la résilience, et surtout un gain de propreté et d'embellissement de cette plage, qui est une des plus belles de la commune et qui méritera très bientôt aussi d'autres aménagements plus esthétiques. Ensuite, nous avons au centre-ville cette fois, vous savez, on a fait Capitou, Lanapoule, maintenant on revient sur la centralité, les travaux qui sont en cours dans le parking du centre-ville, c'est-à-dire le parking du cœur absolu, sur la place de France. Le parking sera livré au mois de juin, si tout va bien, et là encore je me tourne vers monsieur le représentant des services techniques. De toute façon, je sens la présence de son directeur derrière moi qui joue avec son stylo. Même pas. Serein jusqu'au bout. Bravo. Donc, ce parking sera livré au mois de juin. Naturellement, les services techniques ont marqué fin juin pour être certain de me dire 15 jours avant, vous avez vu, on est en avance. Ce parking aurait dû être livré déjà depuis 18 mois. Bon. Mais ce n'est pas de leur faute. Disons-le, c'est parce que le promoteur a été complètement défaillant, et je le dis officiellement, et je le dirai d'autant plus officiellement que si les derniers points, et là je me tourne vers la direction administrative, si les derniers points que j'ai demandé à régler sur le bâtiment ne sont pas réglés dans le temps imparti, je communiquerai officiellement
sur mon appréciation de la capacité du groupe Eiffage à livrer un bâtiment qui corresponde aux normes de construction européennes. Et ça, je dois vous dire que ça commence à m'agacer légèrement. Des travaux sur la place pour faire refaire l'écoulement d'eau pluviale qui avait été détruit pendant le chantier vont démarrer. Donc naturellement, vous verrez des travaux sur la place de France pendant quelques semaines qui sont la restauration de cet écoulement d'eau pluviale qui vont aussi un peu l'améliorer. Ce sont des travaux pris en place par Eiffage, je tiens à le dire. Mais dans un cadre plus joyeux, toujours sur la place de France, nous allons détruire avant l'été l'ancien petit édifice, le kiosque qui se situe à l'entrée de l'autoroute et qui sera remplacé par un espace vert qui aura vocation à être provisoire le temps que nous finalisions l'aménagement total de la place de France qui, lui, elle aussi, va renaître complètement dans les années qui viennent avec un projet complet qui la reliera au centre-ville, puisque aujourd'hui cette place est trop minéralisée et ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de ce nouveau centre-ville qui est en train de naître. Et vous voyez que là aussi l'acquisition à terme par la ville de tout l'espace du centre de Vinci s'inscrit dans cette démarche et dans cette transversalité, dans cette vision globale de la ville et de ses quartiers. Et bien évidemment, un chantier important qui a été longtemps aussi à l'étude, mais qui commence, c'est que nous lançons un programme de réhabilitation de nos cimetières, en commençant par celui de Capitou et le cimetière de la Napoule qui va faire l'objet d'une étude. Pourquoi ? Parce qu'il y a des travaux importants de structure à faire. Et dans le cadre du projet du Grand Capitou, quand ce projet d'aménagement total sera réalisé, il y aura aussi un projet d'aménagement du cimetière de Capitou, qui est l'un des plus anciens de la commune, naturellement, de par son côté historique, mais qui aujourd'hui, de par sa construction très ancienne, souffre des affres du temps et nécessite des reprises très importantes. Et donc ce sera un projet lourd, mais là nous faisons déjà des premiers travaux impératifs d'urgence et de sécurisation. Et enfin, le plus important, naturellement, la résilience. Vous le savez, la résilience est l'objectif majeur de cette ville. C'est quelque chose qui a monopolisé nos crédits d'investissement de manière extrêmement lourde depuis des années, et nous allons continuer, parce que nous n'avons pas le choix. La ville de Mandelieu est exposée, très exposée aux risques majeurs naturels, mais surtout aux risques d'inondation, bien sûr aux risques feux de forêt. Donc nous devons être proactifs en la matière. Nous avons acquis les vergers de Minel il y a 6 mois, donc nous sommes aujourd'hui dans les études pour nous permettre de réaliser ce grand ensemble d'écoulement d'expansion des zones de crue, dossier extrêmement sensible. Mais en termes d'aménagement, aujourd'hui, nous allons avoir le démarrage des travaux du bassin de rétention de la Théoulière qui protégera le centre-ville pour créer, avant la prochaine période des pluies, en tout cas du mois de septembre, un bassin de rétention de 13 mm cubes qui protégera le centre-ville des crues centenales. C'est le vallon de la Théoulière, c'est celui qui a inondé tout le quartier, bien sûr des Ormes, la résidence des Platanes, où là aussi la ville va participer à la subvention à l'installation d'un bâtard d'eau. Les travaux commencent dans les jours qui viennent, c'est extrêmement important. Donc ce bassin est essentiel. On aurait pu le faire depuis 1 an, mais nous avons été retardés pour faire une enquête publique qui ne sert à rien. Mais c'est la loi, c'est la réglementation. Il y a un filet d'eau dit enquête publique, qui dit enquête publique dit que vous perdez 1 an, avec un commissaire enquêteur au demeurant fort agréable et efficace, qui est resté dans un bureau pendant des semaines pour recevoir des doléances qui n'existaient pas, parce qu'on est sur notre terrain. En plus, on a acquis les parcelles qui nous manquaient auprès des copropriétés avec leur accord pour faire ce bassin, mais malgré tout ça, il a fallu faire une enquête publique. Donc on démarre les travaux maintenant en espérant qu'il ne pleuve pas d'ici les 6 prochains mois. Et je le déplore, bien sûr, mais que voulez-vous ? Je découvre chaque jour à quel point ce pays peut être non plus paralysé, mais sclérosé, asphyxié, étouffé par cette bureaucratie issue de cerveaux parisiens tous tellement plus intelligents que les nôtres, qu'ils ont un seul défaut, ils n'ont aucune connaissance du terrain, donc ils prennent des décisions sans mesurer d'une part la conséquence que cela a dans la réalité, parce que cette réalité, ils ne la connaissent pas. Et je crains malheureusement que les échéances à venir ne nous fassent repartir pour un quinquennat de grande acrobatie théorique. Mais malheureusement, c'est ainsi. Donc nous allons continuer aussi à nous inscrire dans l'environnement, puisque la résilience est directement liée, là aussi, à cette volonté de faire de notre ville une ville naturelle. Vous savez, je vous l'ai dit, c'est dans le projet de mandat. C'est comme ça qu'on l'a décrit, la canopée urbaine, c'est la nature qui recouvre la ville et non pas la ville qui recouvre la nature. Cette nature en ville, elle s'inscrit là aussi de manière transversale, elle s'inscrira aussi dans le centre-ville. Ne pensez pas que l'acquisition de Vinci, ce soit possible pour ne garder que du macadam et du béton. Il y aura là encore des espaces verts qui se connecteront. Donc nous avons des grands plans de nettoyage qui sont lancés à travers nos parcs.
aussi sur nos plages. Et je salue, vous savez que le port d'Arag aujourd'hui qui est revenu en gestion publique va faire l'objet d'une opération majeure de nettoyage dans le mois d'avril, c'est-à-dire qu'on va envoyer des plongeurs pour nettoyer l'intégralité du fond du port. Et nous allons en profiter pour installer sur tous les écoulements d'eau pluviale des filets de récupération des déchets tels que nous le faisons à l'ensemble du territoire, et nous allons continuer cette politique, puisque là encore je vous l'avais dit, mais je vous le redis, en l'espace de 6 semaines, un seul de ces filets sur le quartier des Tourades, donc quartier très ciblé, a récupéré en 6 semaines 2500 mégots de cigarettes, des billes de plastique, des emballages, des canettes et autres joyeusetés. C'est-à-dire que si ce filet n'avait pas été installé, tout ça serait parti au fond de la mer Méditerranée. Et quand vous savez qu'un seul mégot contamine 800 litres d'eau en se décomposant, je vous laisse faire le calcul, nous avons sauvé avec un seul filet des millions de litres. Et quand je vous parle de la pollution maritime, vous parlez aussi de votre propre préservation, puisque tout ce qui vient de la mer, vivant dans ce milieu naturel, eh bien toutes ces joyeusetés, que ce soit le plastique ou autres déchets du tabac pour ceux qui ne se fument pas, vous avez la chance, si vous mangez du poisson, de le récupérer. Donc vous pouvez avoir les deux effets. Ne pas fumer, mais avoir quand même les dégâts en mangeant une bonne fricassée. Donc quoi qu'il arrive, tout ça doit s'arrêter. Et donc le secteur des Tourades, je l'ai dit à la police municipale, mais je vous le redis officiellement, doit s'attendre à une opération de quadrillage extrêmement serrée, même avec des agents civils, et le premier qui jettera un mégot de cigarette sur ce secteur recevra le maximum des sanctions possibles. Et ce sera sans aucune réserve ni pitié, je dois le dire. Voilà. Donc je le redis à la police municipale, je leur ai déjà donné cette consigne, mais au moins les citoyens ne peuvent pas dire qu'ils n'auront pas été avertis. Donc nous maintenons également le plan vélo, vous l'avez vu avec l'Eurovélo 8 et le déploiement d'autres pistes cyclables. Nous en créons une d'ailleurs dans les travaux vont commencer dans les prochains jours à côté du centre Expo Congrès. Nous allons créer aussi, pour supprimer cette haie végétale qui masque toute une partie du territoire et qui n'est pas embellie. Donc nous allons créer cette piste qui va se rejoindre au centre-ville. Et nous maintenons la prime pour l'achat des vélos électriques, nous la reconduisons. Et je dois vous dire que cette prime à l'achat d'un vélo électrique a un franc succès. Nous allons également renforcer les moyens du CCFF, le comité communal des feux de forêt. Vous savez, ce sont des bénévoles, ils patrouillent dans l'Estérel tout l'été pour surveiller les départs de feu, et ils ont besoin naturellement d'avoir des véhicules au point. Et là, je tiens à saluer l'action qui a été, notamment celle de la directrice générale des services, Mme Caroline Magne, et de David Konopnicki, parce que nous avons eu un don d'un porteur d'eau, c'est-à-dire un ancien camion de pompiers, qui va être récupéré, restauré, et qui sera confié au CCFF. Donc ils auront un véhicule tout-terrain, très bien équipé, et donc je remercie officiellement le département pour ce don du SDIS. Ensuite, nous allons mettre en place un atlas de la biodiversité, pour là aussi prendre conscience de la richesse de notre territoire. Sachez que notre territoire, et on le voit maintenant qu'on a récupéré certaines grandes parcelles pour les rendre à la nature, je pense notamment à l'ancien terrain de golf face à l'isle du Riou, qui était une propriété de la ville donnée à bail, que nous avons récupéré, qui est revenu à l'état sauvage, qui aujourd'hui fait le sujet de d'éco-pâturage. Eh bien, nous avons sur ce site une renaissance très importante de la biodiversité, avec notamment des espèces d'oiseaux qu'on ne voyait plus, des espèces d'oiseaux migrateurs qui sont revenus sur ce site, et c'est une très bonne chose. Donc ensuite, et enfin, bien sûr sur la nature, le déploiement de tout ce qui est énergie renouvelable. Donc je pense à l'installation de panneaux solaires, mise en place de l'isolation, etc., etc. Nous avons lancé un grand audit et nous avons un grand plan de déploiement, d'investissement cette année, avec un renouvellement aussi de l'éclairage urbain. Et enfin, dans tout ce qui est des évolutions à attendre pour cette année, vous avez le port de l'Arag qui va poursuivre son embellissement et sa sécurisation. Beaucoup d'efforts ont été faits. Vous allez voir que d'ici l'été, le port aura déjà beaucoup changé. Nous lançons dans ce conseil des délibérations très importantes. C'est le renouvellement des concessions de plage. C'est-à-dire que tous les restaurants de plage que nous connaissons depuis maintenant 12 ans arrivent à échéance à la fin de cette année. Il est temps de repartir sur une nouvelle aventure de 12 ans. Donc nous lançons l'appel à candidature dans ce conseil. Il sera publié d'ici la fin du mois. Et les réponses devront être déposées, les dossiers de candidature, pour début juin. Les candidats seront sélectionnés durant l'été, et l'attribution se fera à l'issue de la période estivale, sauf bien sûr surprise de dernière minute, bureaucratique, réglementaire, législative ou autre joyeuseté de ce genre, dont nous sommes maintenant coutumiers. Nous lançons également des activités nautiques.
C'est-à-dire qu'avec les restaurants de plage, vous avez également tout ce qui est activité nautique qui sera renouvelé.